recontextualiser, alors je sais pas exactement enfin, parce qu'en fait j'ai fait deux types de travaux sur le financement de la rénovation thermique. Je vais vous donner un petit peu enfin, je vais vous parler un petit peu de mon parcours, mais il y a le travail que j'avais fait, ça s'est fait dans les deux cas en dehors du shift. Il y a un travail que j'avais fait dans le cadre de mes fonctions professionnelles et comment dirais-je, qui ont abouti à un premier article pour agir pour le climat, enfin, dans un document d'Agir pour le climat et de l'Institut Rousseau, et un deuxième donc, qui s'appelle le prêt à la rénovation, pardon, le prêt de financement à la rénovation hypothécaire, le PRH, et l'autre qui est un document qu'on a écrit à plusieurs mains, plusieurs experts, donc, qui a fait l'objet de l'étude, enfin, du rapport 2% pour 2 degrés de l'Institut Rousseau. Donc, en une minute, très rapidement, mon parcours, c'est quoi? Donc, moi, je viens du monde de la finance, banque d'investissement, banque de financement chez Natixis, en l'occurrence, que j'ai quitté il y a un mois et demi maintenant. Et dans ce cadre-là, j'ai travaillé sur des propositions de financement de la rénovation, qui n'étaient pas forcément de la rénovation performante, mais je vais y arriver ensuite. Donc, de financement de la rénovation des bâtiments résidentiels, essentiellement. Et voilà, comment est-ce qu'on peut bénéficier d'un greenium, qui est la différence entre comment dirais-je, le taux d'intérêt qui est payé sur des obligations ou des prêts classiques et les obligations et prêts de même nature, mais avec des prêts verts. Voilà, l'idée c'était de faire en sorte que l'écosystème financier apporte, du fait des volumes, une amélioration de la marge payée par les emprunteurs, donc ici les banques en général, qui leur refactureraient au sens positif, enfin, qui le redonneraient aux emprunteurs finaux que ce sont les individus. Voilà. Donc deux travaux qui sont presque comment dirais-je, à l'opposé l'un de l'autre. Je vais parler peut-être parler d'abord de celui par lequel j'ai commencé, qui était le PRRH, donc qui consistait très rapidement à faire en sorte que les banques, qui sont pour le moment les abonnés absents du financement de la rénovation, rentrent de plain-pied sur ce marché. Alors pour recontextualiser encore une fois, l'idée est que, je ne vous apprends rien, je pense, puisque vous travaillez sur ce sujet, qu'on est très 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 en retard sur les rénovations à faire pour parvenir à la neutralité carbone du secteur du bâtiment, et là je m'intéresse spécifiquement au secteur du bâtiment résidentiel, et que pour accélérer les choses, il y a plusieurs leviers. Les autres leviers qui ne sont pas ceux sur lesquels je travaillais, le premier levier, c'est évidemment qu'il y ait une offre technique performante. Ça, c'est le cas, il n'y a pas vraiment de problème. Les gens savent faire de la rénovation. Les gens savent faire de la rénovation performante. Alors, j'en profite, interrompez-moi dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà, en termes sur la terminologie. Donc, la rénovation performante, c'est on va dire, le fait de rénover à un niveau BBC ou équivalent, puisque, comme vous le savez sans doute, les labels sont en train d'être modifiés, mais à un niveau BBC ou équivalent, l'ensemble des bâtiments résidentiels. Donc, il y a un premier levier donc, qui consiste à avoir une offre technique performante, sans mauvais jeu de mots. Donc ça, il n'y a pas vraiment de sujet. Il y a beaucoup de spécialistes qui s'accordent à dire, qui s'accordent sur le fait qu'il faille faire une rénovation en une seule étape, ou en tout cas avec le moins d'étapes possible pour éviter les ponts thermiques. Je renvoie aux travaux d'Enertech, Negawatt, même le Shift d'ailleurs fait des propositions dans ce sens. L'autre levier, c'est évidemment qu'il y ait aussi en termes de personnel qualifié, une offre suffisante. Donc là, ça passe par de la formation. Donc là, ça a été comment dirais-je, une des lignes budgétaires dans le rapport Rousseau sur lequel je reviendrai. Et le troisième, c'est le financement. Il faut évidemment, puisqu'il s'agit d'une rénovation performante relativement coûteuse, on va donner des chiffres d'ores et déjà, on va dire entre 20 000 et 100 000 euros, parfois plus, selon les types de logements, selon que c'est du collectif ou de l'individuel, selon le nombre de mètres carrés, bien évidemment, et selon d'où on vient en termes de label énergétique, de DPE, ça peut monter assez haut. Et donc, il faut, pour que ça puisse
fonctionner, pour que les gens veuillent le faire, et je reviendrai sur l'obligation à rénover l'instant d'après, pour que ça puisse se faire, il faut qu'il y ait une offre de financement adéquate. Et c'est quoi une offre de financement adéquate? C'est d'abord une offre de financement qui permette de financer intégralement, si besoin, cette rénovation, et qu'en plus, ce financement se fasse à des conditions très compétitives. Et alors, ces trois leviers-là sont pour les professionnels de la rénovation, enfin, on va dire, non pas ceux qui font la rénovation, mais ceux qui travaillent sur ces sujets, sont extrêmement importants pour mettre en place ce qu'on appelle l'obligation à rénover. C'est peut-être un sujet dont vous avez déjà entendu parler, qui consiste à dire qu'il ne se passera rien tant qu'on n'obligera pas les individus, les citoyens, les propriétaires à rénover leur bâtiment. Pourquoi? Merci. Pourquoi? C'est qu'en fait, c'est d'abord extrêmement stressant d'avoir à supporter des travaux chez soi. Alors on peut imaginer qu'on déménage, mais c'est quand même extrêmement stressant d'avoir à supporter des travaux chez soi. C'est aussi assez stressant d'avoir à faire un suivi de chantier. Alors, j'ai pas parlé de ça aussi, c'est un autre levier d'ailleurs, j'ai pas évoqué, c'est le fait que les individus soient accompagnés. Bon, je reviens à mon propos, donc c'est extrêmement stressant aussi le fait de faire un suivi de chantier. Et puis, encore une fois, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, l'obligation à rénover ne peut se faire que si tous ces leviers sont levés, j'ai envie de dire, ou plutôt, on répond à tous ces leviers. Donc, une offre technique suffisante, des professionnels qui peuvent faire ça de façon professionnelle, de me répéter, mais que ça soit bien fait et de façon relativement rapide. Et puis, donc, un coût le plus faible possible, sous-entendu que les économies d'énergie qu'on va faire seront en partie suffisantes ou largement suffisantes, voire plus que suffisantes, c'est-à-dire supérieures aux économies d'énergie qu'on ferait. Évidemment, en ce moment, les économies d'énergie, c'est un vrai enjeu. Voilà, donc le sujet sur lequel je me suis intéressé, c'est le financement. Et la première position que j'avais faite, c'était de remettre les banques au milieu du système. Elles sont encore une fois totalement absentes. Alors, ce qu'elles font, les banques, à l'heure actuelle, c'est soit un peu des co-PTZ, quand on les force un peu. Quand je dis on les force un peu, c'est qu'en fait, c'est un prêt réglementé, donc ça suppose une documentation, enfin, pour les conseillers clientèle, ça suppose une documentation un peu plus lourde qu'un simple prêt immobilier, qui est déjà une documentation pas si légère, mais au moins qui est industrialisée. Donc, l'éco-PTZ, et quand ils ne font pas de l'éco-PTZ, ils font tout simplement, on va dire, des prêts travaux ou du prêt à la consommation dans le pire des cas. Et dans ces deux derniers cas, les taux sont malheureusement trop élevés. Je vais dire comme ça. Alors, les prêts travaux, peut-être pas toujours, mais ça dépend du profil de l'emprunteur. Mais les prêts à la consommation, c'est 3, 4, 5, 6%, donc ce qui vient clairement gréver la rentabilité économique du projet. Donc, l'idée du PRRH consistait en fait à ce que le bien immobilier sur lequel on fait des travaux, encore une fois, il s'agit d'une rénovation complète et en une seule étape, donc c'est sur les 6 postes de travaux et en une seule étape, idéalement, voire 2 si vraiment réel besoin. Donc, l'idée, c'était qu'on puisse prendre le bien immobilier en garantie, hypothèque ou cautionnement, qui sont les prêts immobiliers classiques en France, de telle sorte que, et ça c'est voilà, c'est les contraintes qui pèsent sur les banques, de telle sorte que les charges en capital réglementaire sur ces types de prêts soient le plus faible possible. Pour les banques, en effet, dès qu'il y a un bien en garantie, les charges en capital réglementaire, c'est-à-dire ce que les banques doivent mettre de côté dans leurs fonds propres, eu égard à la stabilisation, enfin la stabilité financière européenne, mondiale, enfin française, européenne ou mondiale. Donc, le simple fait d'avoir une garantie fait baisser les engagements, ou plutôt fait baisser les demandes par les autorités régulatrices en termes de charges en capital réglementaire. Et donc, ça fait baisser concrètement le taux d'intérêt. C'est pourquoi, si vous faites un prêt à maturité égale pour montant égal, selon vous faites un prêt à la consommation et un prêt immobilier, à 5 ans, vous n'aurez pas le même taux. Tout simplement parce qu'il y a un bien qui est pris en garantie sur les prêts immobiliers, ce qui n'est pas le cas pour le prêt à la consommation. Alors, sur le prêt à la consommation, on peut prendre une voiture en garantie, mais voilà, sinon, il n'y a pas grand-chose pour les banques pour, si je puis dire, récupérer, si besoin, de l'argent quand l'emprunteur fait défaut, à l'inverse du cas du prêt immobilier. Donc voilà, cette proposition, c'est encore une fois, je ne vais pas être très long là-dessus, c'est une proposition qui a le mérite. J'ai essayé d'être pas trop, d'être relativement humble, parce qu'en l'occurrence, elle ne s'applique pas à tous, mais qui a le mérite au moins de dire qu'il existe une piste pour que les banques puissent financer
de façon compétitive et pour des volumes relativement importants, les besoins nationaux en termes de financement de la rénovation. Oui, d'ailleurs, c'est un chiffre que j'ai pas évoqué, mais on va l'évoquer maintenant avec ce sur quoi j'ai travaillé pour l'Institut Rousseau. En termes de besoins, c'est très difficile en réalité de savoir combien coûterait en moyenne une rénovation performante. Là aussi, les spécialistes s'accordent à dire que c'est aux alentours de 250-300 euros pour une résidence, enfin plutôt pour un bien qui est en résidence collective. Et pour des maisons individuelles, je pense que là, pour le coup, l'écart type est encore plus grand, c'est aux alentours de 450 euros du mètre carré. Donc on multiplie par le nombre de mètres carrés, je parlerai après de la méthodologie qu'on a utilisée pour l'Institut Rousseau, et on obtient le coût par résidence. En réalité, quand on discute avec les spécialistes, c'est très difficile. Pourquoi? D'une part, il n'y a pas suffisamment de recul. Et je prends l'exemple d'une étude qui est très concrète, puisqu'elle n'a concerné que les maisons individuelles, mais elle a porté très concrètement sur 120 maisons individuelles, qui ont été refaites de manière performante par des ingénieurs et des professionnels de la rénovation chez Doremi et Enertech. Ils arrivent à des moyennes au mètre carré bien supérieures, de l'ordre de 1 000 euros du mètre carré. Alors, bon, on a évidemment, on n'a pas pris ces chiffres, mais c'est quelque chose à avoir en tête. Et quand on discute avec eux, eux-mêmes ne savent pas ce que coûterait en réalité si on industrialisait le processus. Parce que là, ils sont dans une montée en termes sur la montée de la courbe d'expérience, et ils ne savent pas eux-mêmes jusqu'où ça peut aller. Ajoute à ça l'inflation récente sur les matériaux. On est parti du principe qu'il y avait, donc je vais revenir à l'étude de l'Institut Rousseau, enfin au rapport de l'Institut Rousseau, on est parti du principe qu'il n'y avait pas d'inflation. On est bien obligé de dire quelque chose, parce que si on a dit qu'il y a de l'inflation, il aurait fallu dire combien. Donc le sujet est toujours pas réglé si on met de l'inflation. Et puis encore une fois, on est parti sur un coût moyen au mètre carré. Alors, je vais essayer de retrouver les chiffres exacts, mais qui étaient de l'ordre des 200 et des brouettes, enfin 280, je crois, ou 270 euros du mètre carré, et 400 aux alentours de 400 euros du mètre carré pour les maisons individuelles. Donc sur le rapport de l'Institut Rousseau, je sors un tout petit peu du bâtiment, l'objectif était le suivant. Gaël Giraud, Nicolas Dufresne et deux autres membres de l'Institut Rousseau ont, il y a un an, sur les prêts que les banques octroyaient aux opérateurs sur l'énergie fossile. Ils se sont dit, mais combien ça coûte en réalité la transition sur ce secteur en particulier? Et puis, ils sont allés plus loin, ils se sont dit, mais combien ça coûte combien ça coûte la transition écologique? Au chiffre, je ne vais pas vous expliquer, donc je vais raccourcir Et en réalité, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas d'études. Il n'y a pas véritablement d'études qui ont mis un prix à ce qu'est la transition écologique. Il y a beaucoup d'études sur la façon. Le Shift étant certainement l'une des meilleures références, mais je suis membre du Shift, pour la petite histoire. Là, j'ouvre une petite parenthèse. Je suis par ailleurs membre du Shift et membre du comité d'organisation du festival Projection Transition, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, je suis au Shift. Et voilà, j'ai pas quitté le Shift, justement, je suis allé vers l'Institut Rousseau parce que ce sujet des finances était encore un angle mort pour le Shift. Et je pense toujours d'ailleurs que c'est extrêmement important de mettre des chiffres, même s'ils ne sont pas forcément justes, mais au moins pour donner un cadre et pour avancer. À ce que je disais, donc combien ça coûte la transition? Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait des études, mais qu'elles étaient incomplètes. Parfois, elles s'arrêtaient à 2025 ou 2030, alors ça a été fait il y a quelques années maintenant, mais jamais jusqu'à 2050, jusqu'à cet objectif de neutralité. Donc, combien ça coûte secteur par secteur, parmi les 7 secteurs, combien ça coûte de faire la transition? Je vais essayer les secteurs, mais voilà, combien ça coûte pour les voitures, enfin pour le secteur des voitures, de passer d'un stock d'un nombre de voitures, le temps de mettre la mobilité en face, et de transformer ces voitures thermiques en voitures électriques. Combien ça coûte aussi pour les poids lourds, combien ça coûte pour les avions,
il faut là aussi, etc. Donc, par secteur, l'idée était de dire combien ça coûte la transition pour parvenir des émissions actuelles à ce qui doit être l'émission en termes de tonnes de CO2 équivalent en 2050. Donc, encore une fois, secteur par secteur, on a le total et puis le coût annuel, sans parler d'inflation, encore une fois. Et à côté de ça, on a fait un deuxième calcul, c'est plutôt un travail de sourcing, de ce qu'on fait déjà. Je vais revenir au bâtiment là. Donc, ce qu'on fait déjà pour le bâtiment, il y a les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Alors, oui, sur le coup, la méthode, c'était de dire qu'est-ce qu'on fait déjà, que ce soit public ou privé. Pour les voitures, par exemple, je reviens à mon exemple des voitures, il n'y a pas grand-chose qui est fait en termes de dépenses publiques, c'est plutôt des dépenses privées. Voiture. Donc, combien ça coûte au total pour la collectivité privée à l'heure actuelle, secteur. Donc, je reviens à mon exemple du bâtiment et je serai un peu plus précis ensuite. Combien ça coûte qu'est-ce que dépensent d'ores et déjà les gens pour faire de la rénovation? En réalité, très peu. Qu'est-ce que l'État? Qu'est-ce que dépensent le secteur privé? Donc, les C2E, en réalité, c'est plutôt le secteur privé, etc., etc. Donc, on a deux montants qui apparaissent. Le premier, c'est combien ça coûte, combien ça coûterait. La différence entre les deux, c'est ce surcoût. Et c'est justement ce surcoût de la transition. Donc, combien en réalité on doit rajouter pour parvenir à la neutralité carbone. Là aussi, un petit point, on s'est intéressé dans le rapport de l'Institut uniquement à la décarbonation du pays, de l'économie, etc., etc. Le sujet de biodiversité qui en soi est un sujet au moins aussi important. Pour la décarbonation, ça aussi à la biodiversité. Mais voilà, juste pour bien encadrer le sujet, on s'est juste intéressé à la décarbonation. Donc, sur le bâtiment, nous donner le point. Philippe, c'est Vincent. C'est juste pour dire qu'il y a le micro souvent qui saute. Je ne sais pas si c'est parce que… Ah, d'accord. Voilà. Alors, attends. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même passer par le micro. Vu qu'on ne se voit pas, par le téléphone. Oui, d'accord. Si vous m'accordez une minute, je raccroche ici et je passe. Ce sera mieux pour tout le monde. Pas de souci, je te remercie. À tout de suite. En tout cas, merci pour l'organisation de ce moment, de pouvoir parler un petit peu gros sous et de ce qui va tenir de la guerre de la transition. Super idée, merci. Merci Franck. Me revoici. Est-ce que c'est mieux? Oui, complètement. Le son est mieux. Bon. C'est beaucoup mieux, oui. Désolé, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a eu des choses qui sont vraiment, qui ont été vraiment inaudibles et sur lesquelles il faudrait que je revienne? Alors, moi, ça va. Je ne sais pas, peut-être que s'il y a des personnes qui n'ont pas… je sais qu'il y a eu des questions, mais peut-être qu'on les prendra après sur ce qui est la différence entre PRRH et le PAR, le prêt à la rénovation du gouvernement, mais ça, on y reviendra certainement après. Moi, je sais que tu étais en train, du coup, là, de parler de ce que tu faisais avec le Shift en ce moment, et puis surtout sur le financement de la transition énergétique. Et là où j'ai lâché, c'est quand tu disais que tu regardais combien ça coûterait et comment vous allez faire en fait pour établir ça. Exactement. En fait, donc l'objectif du rapport, je vais le faire très court cette fois. L'objectif du rapport, c'était de dire combien ça coûterait de réussir la transition écologique, sous-entendu la décarbonation, et non pas tout ce que comprend la transition, c'est-à-dire la biodiversité, etc., etc. Donc, c'est un seul des items de la transition écologique, mais c'est l'un des items probablement les plus importants que la biodiversité. Et donc, il y avait deux grands calculs qui ont été faits. Le premier, c'est de dire combien ça coûterait jusqu'en 2050 en termes de dépenses publiques ou privées, peu importe, pour réussir cette transition écologique, enfin cette décarbonation, arriver
un net zéro en 2050, et l'autre qui a consisté à trouver des sources qui nous donnaient les dépenses privées ou publiques sur chacun des secteurs. Et la différence entre les deux nous donnant le surcoût de la transition. Et dans ce surcoût de la transition, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure d'ailleurs, dans le surcoût de la transition, on a défini ce qu'était la part que devait prendre l'État. C'est-à-dire que sur un surcoût de transition, je ne l'ai plus exactement ici, mais on considérait que l'État avait à mettre au total 57 milliards. Et voilà, je reviendrai sur ces chiffres qui sont importants parce que ça donne des ordres de grandeur, notamment pour les politiques, mais qui en soi sont largement challengeables. Enfin, je veux dire, il suffit qu'on change une donnée dans un tableau Excel et ça change tout. Très honnêtement, il y avait 16 000 cellules, je crois, de mémoire, mais quand même, il suffit qu'on change, ne serait-ce que pour le bâtiment, qui est celui qui coûte le plus, il suffit que je change le coût moyen au mètre carré pour que ça change le surcoût de la transition. Donc voilà, en termes de méthodologie, c'était vraiment de dire combien ça coûte de réussir la transition et combien ça surcoûte par rapport à ce qu'on fait déjà. Et parmi ce surcoût de la transition, de définir ce que l'État, selon nous, devait prendre à sa charge. Voilà. Alors, sur le bâtiment, quelle a été la méthode utilisée? Donc, on était 4 à travailler dessus. Donc, je vais parler que du résidentiel, puisque c'est le sujet. Après, on peut parler du secteur tertiaire éventuellement, mais bon, voilà, je pense que c'est pas l'objet. Donc, on est parti du nombre de logements qu'il existe en France métropolitaine. On n'a pas retenu les logements ailleurs, puisque la rénovation est pas exactement la même. Vous aurez compris que si on est en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, en Guadeloupe, on n'a pas le même type de rénovation à faire. Donc, on est parti sur un nombre de logements en France métropolitaine qui est de l'ordre de 36 millions. On a retenu le fait qu'il y avait un certain pourcentage de résidences principales, en l'occurrence 81,7, et donc on a un nombre de résidences principales. On n'a pas retenu celles qui ne constituaient pas les résidences principales. Sous-entendu que ce sont des résidences évidemment secondaires. C'est pas qu'il faut pas les rénover, certainement qu'il le faut, mais c'est moins prioritaire puisqu'on habite moins longtemps, autant qu'en termes de rentabilité économique, même si c'était pas notre point, c'était pas un point important pour nous, on voulait juste savoir combien ça coûtait. Il est clair que la rentabilité d'un euro dépensé est plus forte dans une résidence principale, là où il y a des gens qui habitent, que dans une résidence secondaire. Donc, on a associé ensuite à ces nombres de résidences principales, on a retenu celles qui étaient en logement collectif, en logement individuel. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, je me répète si vous n'avez pas entendu, on est parti d'un coût moyen au mètre carré, qui est encore une fois sans doute la donnée la plus challengeable qui soit. Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, là aussi je me répète, c'est qu'en fait, sur les maisons individuelles, mais aussi sur la résidence collective, j'imagine, on ne sait pas exactement, déjà, du fait de l'inflation, où seront les prix des matériaux dans 10 ans, et puis on ne sait pas où on en sera en termes de cours d'expérience. Donc voilà. Néanmoins, les deux hypothèses sont les suivantes. Coût moyen au mètre carré d'une résidence collective, enfin, dans des appartements en résidence collective, 250 €, et pour les maisons individuelles, 390. Alors, ce n'est pas des chiffres qui sont sortis de nulle part. On s'est inspiré du rapport Milfer-Decker, que vous connaissez peut-être, qui sont des députés, du rapport Negawatt, de la Convention citoyenne pour le climat. Il y a le Shift aussi, qui dans son rapport donnait des prix de 257 et 406, pour être précis, en page 69. Voilà, donc en fait, on a fait une moyenne, une cote mal taillée, sachant que le bâtiment, sans trop spoiler la fin de l'étude, c'est celui sur lequel les coûts sont les plus importants. C'est un peu comme les voitures, mais encore plus pour le bâtiment, parce que les effets volume sont extrêmement élevés et tout le monde habite évidemment quelque part. Enfin, beaucoup. Donc voilà, on a un coût, du coup, on arrive à un coût total de rénovation sur les 28 années qui nous séparent de 2050, que ce soit pour les maisons individuelles et le logement collectif. Et on divise ça par 28. On a le coût moyen annuel de rénovation globale, donc d'une rénovation performante, qui est de l'ordre de 30 milliards, 29,8 pour être précis. Voilà, ce qui donne en moyenne, encore une fois, les chiffres valent ce qu'ils valent, ce qui donne 43 680 €, donc 43 000 € d'un côté, enfin 44 000 € pour des maisons, et de l'ordre de 16 000 € pour des appartements en résidence collective. Donc voilà, ça c'est ce que ça coûte. Et après, on a regardé ce que les gens faisaient déjà. Et en fait, qu'est-ce que les gens font déjà? Alors, ça a été sans doute ce qui avait de plus difficile, mais on est évidemment parti de des données de l'ANA notamment, qui nous donne voilà, des dépenses faites par les États, enfin par l'État plutôt, ainsi que les dépenses
faites par le privé. On en a déduit donc un coût de... alors, petit point aussi, on a essayé de tenir compte des trends, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation récente. Alors, la pandémie a un peu bousculé tous ces trends, évidemment, mais on a essayé d'être au plus proche d'un trend de potentiel. Donc, ce que dit l'ANA et ce que disent les hommes politiques, ou en tout cas ceux du dernier gouvernement, c'est qu'il y avait la volonté à minima de faire 500 000 rénovations par an et d'arriver à un objectif de 750 000 à l'horizon 2025. Donc, du coup, les dépenses moyennes qu'on a observées, on essaye de les multiplier par cet objectif du gouvernement. Là aussi, c'est une critique qu'on s'auto-fait à notre méthodologie, mais on est bien obligé de partir de quelque chose. Et donc, on en arrive à un coût annuel de la rénovation de l'ordre de 10 milliards. D'accord, 10 milliards de mémoire. Je ne crois pas me tromper. Et donc, on en déduit le surcoût, étant entendu qu'il y a déjà, ce que je n'ai pas dit, il y a déjà 4 milliards qui sont dépensés, non, pardon. Il y a déjà 1,5 milliard à 2 milliards qui sont dépensés dans le cadre des CEE, certificats d'économie d'énergie. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez le principe, hein, c'est en fait à partir du moment où les individus ont identifié un poste parmi les 6 sur lesquels ils considèrent qu'ils peuvent avoir des subventions ou un certificat d'économie d'énergie, ils en font la demande et voilà. Et donc, ceux qui sont les obligés en termes de certificat d'économie d'énergie payent une partie à celui qui fait les travaux. Donc voilà, il y a 1,5 milliard à 2 milliards, ça dépend des années. Nous, on a considéré que tous les certificats d'économie d'énergie devaient dorénavant être fléchés uniquement vers le bâtiment résidentiel, parce que le certificat d'économie d'énergie finance beaucoup d'autres choses que le bâtiment résidentiel, et on arrive à un montant de 4 milliards. Et donc le surcoût de la transition pour le bâtiment, c'est 15 milliards. Voilà, je ne crois pas me tromper. 15 milliards et 100 millions, enfin 15 milliards, 129 millions d'euros. Voilà. Alors avant de poursuivre, est-ce que vous avez, en termes de méthodologie, d'ores et déjà des questions potentiellement sur les chiffres, hein, mais surtout sur la façon de faire? Est-ce que ça vous semble logique? Oui. J'avais juste une question du coup sur comment tu définis la transition du logement, et est-ce que du coup tu prends en compte le réchauffement climatique, enfin l'adaptation des bâtiments au surchauffe en été, parce qu'il y a beaucoup de rénovations qui ne prennent pas en compte ça, et aujourd'hui du coup on a peut-être dépensé beaucoup d'argent dans des bombes à retardement qui risquent d'être en surchauffe l'été, et donc avec une clim à mettre à fond. Voilà, quoi. Et du coup, ça décarbone vraiment le logement de rénover, et avec quel matériau. Enfin, est-ce que du coup, la prise en compte des différents matériaux est prise en compte dans vos études, quoi? Alors, en fait, on sait, là aussi, sur tout ce qui est technique, on a eu des échanges. Alors, on s'est basé sur des rapports de Negawatt, notamment Wenertech, Doremi, voilà, qui sont, selon nous, ce qui se fait de mieux sur ce sujet, un peu du shift, mais notamment ces professionnels-là. Et en fait, effectivement, ça a été un sujet une question qui s'est posée. En fait, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'à partir du moment où le bâtiment est rénové de façon performante, encore une fois, donc l'idée, c'est d'arriver d'un label DPE quelconque à un label BBC. Donc là, on est sur, on va dire, la quête d'un label qui permette de réduire les dépenses d'énergie dans le cadre d'un chauffage. Mais ce qu'ils nous disent, bon, on peut malheureusement pas, moi, en tant que simple financier, je ne peux malheureusement pas être un critique de leur méthode, mais ce qu'ils disent donc, c'est qu'à partir du moment où on rénove, où on réduit les ponts thermiques, où on isole les murs, le toit, le sol, de la meilleure façon qui soit, là aussi, on réduit trivialement, en cas de forte chaleur, les échanges entre l'intérieur et l'extérieur. Pour le dire autrement, ce qu'on fait pour la chaleur, on le fait aussi pour lutter contre le froid, on le fait aussi pour lutter contre la chaleur. Alors évidemment, ça suppose quand même ce qu'il disait, mais bon, ça n'a pas été pris en compte, pour être honnête. Ce qu'il disait, c'est qu'il faut réduire normalement le nombre de baies vitrées, par exemple. Il ne faut pas, agrandir le nombre de baies vitrées, parce que là, c'est un vrai sujet. Mais dans tous les cas, dans les rénovations performantes sur lesquelles on a appliqué un tarif, il était, en termes de système de chauffage, il n'y avait pas du tout, enfin de chauffage, de chauffage, ventilation, etc. Il n'y avait pas du tout d'idée de mettre une climatisation.
Voilà. Pas du tout. C'était les bonnes pratiques qui pouvaient permettre la ventilation du bâti et le refroidissement en ouvrant les fenêtres la nuit, en les refermant en début de matinée, etc. etc. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Ok. Donc voilà, encore une fois, c'est très imparfait, hein. On en a bien conscience. Mais voilà, l'idée étant de poser dans tous les secteurs, mais sur le secteur du bâtiment, de poser le débat sur voilà ce que ça pourrait coûter grosso modo à quelques milliards près. Alors, quelques milliards près, c'est pas neutre, hein. Mais en tout cas, c'est 2,3%, c'est peut-être pas 2,3% à la fin que ça coûte, c'est peut-être 2,7, c'est peut-être 1,8 selon que l'on monte rapidement ou pas la courbe d'expérience, etc. Mais voilà, c'est faisable. Enfin, c'est absorbable et de toute façon, on doit le faire. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, pardon. Ouais, du coup, dans le chat, là, il y avait des questions plutôt sur les chiffres 28 milliards, 5 milliards, Oui. le surcoût exactement. Et puis, du coup, les sources, si vous avez les sources. Ouais, les sources. Alors, toc, toc, toc. Donc, les sources, qu'est-ce que je peux vous donner comme bon, il y a l'INSEE hein, pour le nombre de bâtiments, résidence principale. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Bon, il y a Négawatt pour Ah oui, on a tenu compte aussi du nombre de résidences principales qui étaient démolies. Bon, c'est Négawatt qui le donne. Après, il y a le SGDD. Alors, ça veut dire quoi le SGDD? Je ne sais plus. Ça dépend du ministère de la Le Transition commissariat écologique. général au développement durable, c'est pas ça? Voilà, exactement. Bravo. Donc, c'est là où on a ne pas dire tout le temps. Tout le temps, les sources sont dans le rapport. Donc voilà, il y a le rapport Milfer-Decker, il y a le rapport Négawatt, il y a le rapport de la Convention citoyenne pour le climat, le rapport du Shift, donc en page 69 de Habiter la société bas carbone. Il y a quoi d'autre? Il y a le Haut Conseil pour le climat. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ça? C'est sur le coût que ça pourrait coûter, enfin ce que ça pourrait coûter en termes de montants déjà dépensés. Là, on retrouve aussi des choses dans le rapport Milfer-Decker. Il y a les chiffres de l'ANA, donc l'Agence nationale de l'habitat. Il y a I4CE aussi, que vous connaissez aussi, j'imagine. Des statistiques de l'Assemblée nationale sur les DPE, pardon, le DPE sur le CP, je vais y arriver. CEE, certificat d'économie d'énergie. Ouais, voilà. Hein. Et Donc sur après, oui. pardon. Et sur les chiffres, donc grossièrement, ce qu'on se dit, c'est que ça coûte à peu près 28 milliards par an. Oui. Et aujourd'hui, la dépense, ce qu'on fait exactement, j'ai pas compris du coup, le montant, l'enveloppe, grosse masse de ce qui est déjà Ouais. fait, combien? 10 milliards par on va dire par les individus ou le public, plus 4 milliards de certificats d'économie d'énergie. Alors en l'occurrence, les 4 milliards de certificats d'économie d'énergie, ils ne sont pas pour le moment dépensés intégralement dans la résidence, enfin dans la rénovation du résidentiel. Ils financent encore une fois plein de choses très différentes, dont le tertiaire. Et ce qu'on a dit, c'est que ces 4 milliards dorénavant, ces 4 milliards par an, hein, ces 4 milliards devaient être fléchés intégralement. Et d'ailleurs, là aussi, on a discuté, ça a toujours fait l'objet d'échanges. Hein. On n'a pas sorti ça du chapeau comme sur la formation. Ça a toujours fait l'objet d'échanges. Et il y a parfois des différences hein, quand même notables, mais bon, voilà, c'est un consensus, on va dire. Donc ces certificats d'économie d'énergie se rajoutent aux 10 milliards déjà dépensés, ce qui fait un BAU, business as usual, comme on dit sur la rénovation, de 14,7 milliards. Sous-entendu, qui est le montant en réalité qu'on retrouve hein, dans les 4CE en réalité. Donc, alors eux, c'est pas seulement sur le résidentiel, ça comprend le public aussi, mais c'est pas un chiffre qui est complètement déconnant. Encore une fois, il est critiquable, hein, on sera le premier à le critiquer, on sait déjà quelle critique on peut lui faire. Et donc, du coup, on arrive à un surcoût de rénovation de 15,1 milliards. Voilà. Sous-entendu ici, encore une fois, j'insiste que pour nous,
ces 14,7 milliards sont mal dépensés. C'est-à-dire qu'ils sont dépensés sur des rénovations qui se font sur un poste ou deux postes. Je pense que vous connaissez cet exemple. En fait, nous, c'est à la lumière des échanges qu'on a eus avec ces professionnels de la rénovation qui nous disent ça ne sert à rien, et c'est ce que le gouvernement est en train de pousser, ça ne sert à rien d'installer des pompes à chaleur, même si c'est décarboné, en ce moment, c'est pas une question d'année, mais étant donné qu'on n'a pas fait la rénovation, c'est-à-dire que les pompes à chaleur peuvent très bien être surdimensionnées par rapport à l'habitat s'il était rénové. Donc en réalité, ce qu'il faut faire, c'est faire de la rénovation à des moments opportuns, au moment des mutations. Il y en a plus d'1 million par an, enfin les mutations, donc les ventes, 1 million par an, ou quand il s'agit de résidences collectives, des moments où on refait la façade. Souvent, la rénovation se fait par l'extérieur. Voilà, mais ces 14,7 milliards sont en réalité très, très, très mal dépensés. Par contre, ils sont dépensés, donc on considère qu'il faut les conserver. Ce à quoi on rajoute donc 15,1 milliards pour que la rénovation performante puisse avoir lieu. Okay. Daniel, tu peux poser ta question. Oui, bonjour, donc Daniel Duclerc. Effectivement, est-ce que vous m'entendez? Oui, okay. Moi oui. Bonjour. Ouais, je connais bien le sujet, parce que c'est mon travail en partie depuis 6 ans. Donc j'avais pas mal discuté avec Rémi dans la partie PTEF. J'ai failli participer à la présentation du rapport, mais j'ai pas pu. Sur les chiffres, c'est à peu près exact. De toute façon, dès qu'on rentre dans les chiffres, il y a des controverses parce que justement, c'est ce que nous on appelle un état de précarité statistique, pour faire une mauvaise blague. Mais comme les choses sont assez mal suivies, peut-être un peu mieux, et on pourrait attendre un peu plus de l'Observatoire national de la rénovation énergétique, mais qui a été mis en place seulement tardivement et qui commence à peine à produire un peu des chiffres de suivi. Ce qui est quand même une faille dans le dispositif d'intervention publique, parce que si on n'a pas de tableau de bord et si on n'a pas de chiffres relativement précis, c'est difficile de se rendre compte des erreurs et d'ajuster les bonnes directions. Mais globalement, c'est à peu près ça. En gros, on a 15 milliards d'investissements par an, il en faudrait le double, et on a un tiers à peu près qui est de la subvention publique, qui a connu une évolution plutôt favorable en termes de cible, puisqu'elle touche plus les ménages qui en ont le plus besoin sur ces dernières années, en passage donc du CITE à MaPrimeRénov', mais ça finance, comme vous l'avez dit, pas forcément les bonnes interventions, c'est-à-dire celles qui permettent effectivement de d'effondrer, pour aller carrément directement, la facture d'énergie, enfin, les consommations et la facture d'énergie. Et ça, c'est une évolution qui reste largement à pousser, sur lesquelles en fait quand même pas mal de gens sont alignés. Enfin, dire tous les acteurs que vous avez cités, le chiffre, en fait n'importe qui commence à réfléchir à la question dit ça. Donc maintenant, il reste à convaincre les décideurs. Voilà. Ouais. Tout à fait. Je plus sois Daniel, donc qui travaille depuis encore plus longtemps que moi sur ce sujet. Effectivement, l'idée vraiment de l'Institut Rousseau, c'était de dire voilà, ça coûte ça. Encore une fois, les chiffres, c'est le sujet à controverse. Et en fait, pour tout vous dire, l'Institut Rousseau a rencontré des gens au ministère de la Transition écologique suite au rapport. Donc, j'ai plus les noms. Ils étaient 3. Ils étaient directement rattachés à Barbara Pompili. Et qui ont dit c'est très bien votre rapport, on est d'accord, mais on n'a pas les moyens. Ça a duré longtemps que ça a duré 1h30. Donc il y avait Nicolas Dufresne et les 2 autres personnes qui travaillaient sur ce projet, qui sont Christophe Carolo et Christian Nicole. Donc voilà, on n'a pas les moyens. Et puis surtout, et c'est je pense le vrai obstacle, c'est surtout qu'il faut en passer par finalement une obligation à rénover. Sans ça, il ne se passera pas grand-chose. Donc, l'idée, vraiment, c'est de défendre, alors, je ne sais pas quelle est la position du Shift là-dessus, mais c'est de défendre ce point de réglementation. Non, c'est peut-être joli. Non, c'est peut-être pas gagné, mais voilà, c'est un vrai, en termes de décarbonation et en termes de facture énergétique collective et individuelle, c'est un vrai sujet. Donc, moi, alors ça, c'est mon avis tout à fait personnel. Je pense oui que c'est pas gagné du tout. Ouais. Je pense oui que c'est pas gagné du tout, mais que si on tente pas, on n'y arrivera pas. Et puis quand même que l'habitat, c'est au même titre que l'alimentation ou la santé. Je
voire les transports, mais encore plus avec l'alimentation et la santé. Voilà, ces 3 éléments très concrets, très quotidiens pour les gens. Et si on leur dit, voilà, on vous finance. Alors, j'en profite, on n'en a pas parlé de ça, c'est comment est-ce que les 15 milliards là qui restent à trouver sont financés. J'y reviendrai peut-être après, mais en gros, c'est l'État qui subventionne encore plus, de l'éco-PTZ et éventuellement des banques qui font des prêts extrêmement compétitifs. Donc, tout ça pour dire que le reste à charge pour les individus, et notamment pas les plus modestes qui sont financés intégralement, voilà, et de toute façon, ça ne coûte pas très cher sur le plan financier. On ne va pas dire que c'est rentable économiquement, on ne sait pas, mais ce n'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est de le faire. Et, je disais, oui, donc sur l'obligation à rénover, pour nous, c'est vraiment un prérequis. Voilà, et c'est pour tout vous dire, il y a une campagne, je sais que le Shift y est associé, ça s'appelle la campagne Unlock, où il y a le Shift, Negawatt, l'Institut Rousseau, je crois l'Institut Veblen, etc., etc. Donc l'objectif est de remettre les banques, comment dirais-je, en ordre de marche pour, si l'État ne le fait pas, pour qu'ils puissent financer sur des volumes importants à des conditions très, 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 très compétitives. Voilà. Et donc, oui, fléchage vers les plus modestes, dans le cadre de l'étude de l'Institut Rousseau. Donc, il y avait en termes de montant, je vais vous donner quelques chiffres. Voilà, sur les environs 30 milliards, il y avait l'État qui en mettait 15 milliards. Non, c'est pas ça, pardon, excusez-moi. C'était le surcoût public. Donc, l'État devait en rajouter 5 milliards. Là, je vais peut-être me mélanger avec les chiffres, mais par rapport à ce qu'il dépensait déjà, l'État devait en rajouter 5 milliards pour permettre en fait, de financer à la fois les plus modestes intégralement et de toute façon de donner toujours quelque chose à chaque propriétaire qui décide de faire des travaux. Et le reste à charge, encore une fois, pour ceux qui n'arriveraient pas à se financer intégralement, faisait l'objet d'un éco-PTZ, donc un éco-prêt à taux zéro. Et évidemment, cet éco-prêt à taux zéro, il a un coût pour l'État aussi, qui est le coût entre le taux de marché, qui est en réalité un faux taux de marché, mais on ne va pas débattre là-dessus, qui est calculé par la SF-Gas, et le prêt à taux zéro. Et ça, on va dire, de façon assez discrétionnaire, on a dit que ça valait 2 milliards par an. Alors, je dis que c'est discrétionnaire parce qu'on ne sait pas ce que ça va être comme... en l'occurrence, ça marche à l'heure actuelle sur le volume de prêts qu'il faudrait faire à aujourd'hui, mais quid de l'évolution des taux à 1 an, 10 ans, 20 ans. Donc, c'est un peu au doigt mouillé, mais ça coûtait 2 milliards supplémentaires. Voilà. J'ai vu quelque chose sur la formation. Là aussi, ça a été pris en compte dans l'étude. En fait, il y a environ 1 million de personnes qui travaillent dans le secteur et ça, c'est les chiffres du Shift, pas que, mais c'est aussi les chiffres du Shift. Il y a 1 million de personnes qui travaillent dans le domaine du bâtiment, du BTP. Et ce qu'on a dit de façon assez discrétionnaire aussi, c'est qu'il fallait qu'il y ait au moins 500 000 personnes qui soient formées. On aurait pu dire 300 000. Je crois que les besoins en termes de rénovation du Shift, c'est plutôt 200 000 ou 180 000 de mémoire, mais on aurait pu dire, Negawatt dit que c'est beaucoup plus. Donc voilà, on navigue entre différents think tanks, entre différentes études, etc. Donc, et nous, on n'avait pas de parti pris. C'était issu, on va dire, d'un compromis sur toutes les sources. Donc voilà, on est parti du fait qu'il fallait former 500 000 personnes. Et que ce coût-là devait être intégralement supporté par les pouvoirs publics. Alors, c'est un coût important, mais toutefois, quand on a interrogé des centres de formation, et même dont Rémi, qui porte une initiative assez originale, ils nous ont dit, voilà, il faut entre 1 mois et 2 mois pour que quelqu'un qui vient du monde du BTP, qu'il fasse de la rénovation, qu'il soit artisan ou qu'il vienne du monde de la construction, qui est amené à décroître, je ne vous apprends rien là-dessus, il faut 2 mois. Voilà. Et combien ça coûte 2 mois de formation? Ça coûte entre 3 et 10 000 euros. Ça dépend aussi des instituts de formation et ce qu'on fait. L'idée étant que les actuelles formations, comment on appelle ça, les professionnels, ça ne va pas me revenir. Peut-être que Daniel va pouvoir m'aider. Il y a un label à l'heure actuelle pour les professionnels qui permet... voilà, merci. Voilà. Qui est clairement insuffisant au regard de la rénovation performante à mener. Et donc, nous, on a pris aussi une cote mal taillée qui consistait à dire, voilà, ça coûte 6 000 euros sur 6 semaines.
Et ces 6 000 euros doivent être intégralement dépensés pris en charge par l'État. Parce qu'en fait, ces artisans, ces gens qui travaillent encore une fois de façon individuelle ou dans des entreprises, ils ne peuvent pas se permettre comment dirais-je, de ne pas être payés. Alors, c'est peut-être pas suffisant. Donc, Brice Welty de la SF Gas nous disait c'est pas suffisant, il faut que ça soit plus. Bon, ok. D'autres disaient mais non, c'est Don Rémy qui disait mais non, c'est suffisant. Enfin, je reviendrai après peut-être sur l'initiative de Don Rémy qui est vraiment pertinente. Donc, nous, on a pris 6 000 euros pour 6 semaines. Et ça, c'est ce que donc l'État paye, et donc c'est pris en charge intégralement. Et en attendant, donc les professionnels sont formés, et parce qu'il y a une obligation à rénover, parce qu'il y a une visibilité sur le marché futur, contrairement à ce qui s'est passé dans les années passées, et ben les individus ont tout intérêt à se former, puisqu'ils vont pouvoir, il faut être labellisé, peu importe le nom du label, il faut être labellisé, on va dire, rénovation performante, pour pouvoir faire les travaux. Et à ce titre, ça apporte encore une fois de la visibilité pour les professionnels qui ont intérêt à se former. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc oui, ça a été pris en compte. Ça a été pris en compte. Est-ce que vous avez encore est-ce que vous avez d'autres questions ? Là, c'est peut-être pas totalement. Oui. Ouais, moi, c'est Vincent, du coup. Je vais reposer une question qui est un peu plus macro. Je sais que j'aime ça. Mais du coup, je me disais, vous avez fait donc ce rapport avec l'Institut Rousseau. Je sais que souvent, en fait, du coup, les gaps financiers, on allait les chercher sur le financement public. Et aujourd'hui, avec la remontée des taux, avec l'inflation, est-ce que ce modèle en fait économique que tu proposes va bouger? Est-ce il doit bouger? Déjà, a priori, Pompili vous a dit que ce n'était pas finançable. On voit des alertes là, un peu partout sur la remontée des taux liés à l'inflation. Est-ce que c'est encore finançable avec de la subvention publique ou pas? En fait, cette différence qu'il y a entre la capacité des ménages à pouvoir investir eux-mêmes ou à trouver du coup des taux d'intérêt ou du financement attractif et l'investissement public dans la rénovation thermique. Et est-ce qu'aujourd'hui, là, on change un peu de paradigme économique? Est-ce qu'on peut toujours raisonner de la même manière, ou est-ce qu'il faut qu'on modifie un peu là, cette manière de faire? Et deuxième chose, si jamais on change cette manière de faire, est-ce qu'il y a un vrai risque du coup pour ne pas pouvoir financer cette rénovation aujourd'hui? Je vais répondre comme quelqu'un qui est membre uniquement de l'Institut Rousseau. D'accord. Parce qu'en fait, je pourrais avoir une réponse un peu plus nuancée, mais pour l'Institut Rousseau, le problème ne se pose pas réellement comme ça. Alors après, je le dis de façon un peu verte comme ça, enfin un peu tranchée. Néanmoins, on tient compte quand même de la rentabilité économique, la rentabilité avec tous les guillemets qu'il faut y mettre des investissements. L'objectif, encore une fois, de cette étude, et elle va être évidemment revisitée dans les prochains mois, vu ce qui se passe à la fois sur les taux et sur les prix des matériaux, réactualisée, c'est vraiment qu'on arrive à décarboner la France, le secteur économique, à l'horizon 2050. Quoi qu'il en coûte, pour reprendre une expression fameuse dorénavant. Il est évident que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est d'une part de nature à changer les chiffres de coûts, et aussi de nature à refroidir l'État quant au fait de subventionner, parce qu'en fait, oui, à la fin, il n'empêche, sur le bâtiment en tout cas, il ne s'agit finalement que de subventions, puisque c'est soit l'État qui finance, qui se finance intégralement ou pour partie cette rénovation, soit c'est l'État qui finance à travers l'éco-PTZ. Et c'est l'État qui finance la formation des professionnels. Donc, de toutes les façons, pour le bâtiment en tout cas, c'est l'État qui va financer. Alors, on peut se dire, ben oui, mais c'est pas, à moins que les individus aient envie de le faire sur leur fonds propres. Je pense qu'ils n'ont pas intérêt, mais peu importe. Donc, on peut se dire, mais c'est vraiment n'importe quoi. Alors, je passe tous les avantages collatéraux sur la réduction de la facture énergétique individuelle et collective, sur la santé, sur le fait qu'il y ait beaucoup plus de confort, blablabla. Il y en a énormément. Vraiment, sur le bâtiment, il y en a énormément. Mais donc, à la fin, ce que l'Institut Rousseau dit, c'est que quoi qu'il en coûte, il faut le faire. Ça n'est pas réellement un sujet. Évidemment, on a face à nous des politiques qui ne raisonnent pas de la même manière. Il n'empêche qu'à la fin du rapport, si vous avez envie de lire tout le rapport, tant mieux, mais sinon, vers la fin du rapport,
il est précisé la façon dont on pourrait financer ce surcoût de 57 milliards par an. L'une des façons, et c'est peut-être celle qui est la plus critiquable, c'est de dire, voilà, on ne peut pas évidemment augmenter l'impôt, enfin, les individus, les citoyens n'y sont pas prêts, et puis je pense que ça serait contre-productif, mais bon, peu importe, augmentons l'emprunt de l'État français sur les marchés financiers de 57 milliards par an. Je ne me rappelle plus exactement de ce que ça représente, mais c'est pas si important en réalité. L'autre façon de faire qui me semble, pour venir de ce monde-là, de ce monde financier qui me semble intéressante, c'est de voir avec les autorités monétaires, donc la BCE en l'occurrence et les autorités régulatrices, pour dire, et c'est ce que font, c'est ce que proposent d'ailleurs différents think tanks, c'est de dire ces dépenses qui sont en réalité des investissements pour le futur, elles ne doivent pas être considérées comme de la dette publique au même titre que de la dette publique de fonctionnement pour des infrastructures quelles qu'elles soient. Enfin, c'est non seulement nécessaire, puisque sinon on va vers un monde de plus en plus chaud avec tout ce qu'on sait sur les risques que ça implique, mais en plus on pourrait très bien les mettre de côté et considérer que ça ne rentre pas dans les critères de Maastricht. On pourrait même considérer, là ça suppose une modification des traités de fonctionnement de l'Union, on pourrait même considérer que ça soit financé intégralement par la Banque centrale. La Banque centrale, je ne vais pas rentrer dans parce que ça c'est plus de la monnaie, on quitte ce monde du bâtiment, mais la Banque centrale pourrait considérer que effectivement ces dépenses nécessaires peuvent être intégralement financées par la Banque centrale européenne, une sorte de quantitative easing écologique, et ces propositions sont portées, encore une fois, notamment par les Français, mais pas que, étant donné l'urgence de la situation. Donc, pour répondre à ta question, Vincent, non, ça n'arrange pas du tout les affaires de la transition écologique, pas seulement de l'Institut Rousseau, cette histoire, on va dire ces difficultés économiques-là, puisque l'État aura certainement moins de latitude, mais pour l'Institut Rousseau, c'est à peu près sûr. On a reparlé un petit peu récemment, mais il faudra encore une fois refaire les calculs. Je pense que ça ne changera pas du tout la manière de penser et que en fait, l'idée, c'est de dire combien ça coûte et comment on fait. À partir du moment où on sait combien ça coûte, c'est comment on fait pour trouver l'argent, puisque étant dans ce cercle-là, c'est encore plus facile pour vous le dire. On n'a vraiment pas le choix en réalité. Donc voilà, alors j'apporte pas une réponse précise, je veux dire une réponse qui répond complètement à la situation actuelle, mais il existe vraiment des pistes, que ce soit sur le plan budgétaire / monétaire ou purement monétaire. Merci à toi. D'autres questions? Je vois Je ne sais pas si Franck ça qui a levé répond à la la main. question d'ailleurs, mais bon. Je pense qu'il n'y a pas de réponse aujourd'hui précise sur ça. Oui, alors je lis quelque chose avec OPTZ, effectivement, c'est 60 000 euros sur 30 ans max. Et nous, on voulait le porter à 100 000, voire pas de limite en réalité. Alors évidemment, il ne s'agit pas non plus que quelqu'un qui veuille rénover sa maison se fasse plaisir, mettre un jacuzzi. Enfin voilà, il y aura des vérifications, il y aura un tiers vérificateur, etc., etc. Mais voilà, pour nous, il n'y avait même pas forcément de limite. Alors, je voudrais effectivement intervenir à ce stade parce que dans la présentation qui est faite, il me paraît qu'on parle on parle des individus, on parle du gouvernement, des régulateurs, et que on parle des instituts bancaires aussi, et qu'on ne regarde pas l'éventuel énorme effet de levier de toutes ces populations, et dont je fais partie, qui dépensent beaucoup d'argent pour passer leur logement de D en C ou de C en B, et qui quelque part aimeraient bien avoir peut-être des véhicules financiers pour avoir un effet de levier d'opération de rénovation thermique, qui ne soit pas forcément la rénovation thermique de leur propre logement. Parce que quand il s'agit de passer effectivement de C en BBC pour des coûts qui sont assez élevés, je pense que ces investissements ils pourraient être beaucoup plus rentables, même économiquement, peut-être en construisant de nouveaux outils financiers. Est-ce que c'est une piste qui est envisagée, ça? Alors, oui.
c'est le PRRH en l'occurrence, je vais y revenir, mais sinon la version Institut Rousseau, ça serait de dire, en fait, si vos dépenses permettent effectivement de passer, quel que soit le label de départ à BBC, voilà, vous avez soit le droit à des subventions, soit le droit à l'éco-PTZ, soit aux deux d'ailleurs. Et donc, il n'y a pas, enfin, encore une fois, l'objectif, le point de départ, quel que soit le label de départ, vers un label BBC, doit être financé. Après, l'autre façon de faire, et ça c'est la formulation, on va dire, bancaire, c'est de dire, à partir du moment où vous financez, à partir du moment où vous faites des travaux qui vont amener le bien à être BBC, et je fais allusion ici à la taxonomie avec le PBD, qui est le texte qui va régir la taxonomie. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le texte ce sont les textes qui vont réguler la finance dite durable dans les années qui viennent. C'est de dire, voilà, telle dépense est considérée comme étant une dépense verte et telle autre ne l'est pas. Et donc, ce que vous faites là, ça semble être effectivement une dépense verte. Et dans ce cadre-là, on peut considérer que vos dépenses sont vertes et ceux qui financent vos dépenses font un prêt dit vert. Et voilà, là, je prends ma casquette d'ex-banquier. À partir du moment où un prêt est dit vert, on pourrait très bien le catégoriser comme tel dans le bilan. Et ça pourrait faire l'objet justement de véhicules de financement ad hoc, que ça soit ce qu'on appelle la dette dite senior ou sécurisée. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Chacun de ces prêts pourrait être mis dans un véhicule de financement qui bénéficierait soit de conditions de refinancement excellentes, puisqu'il y a de l'argent disponible, l'épargne, ESS, j'ai vu qu'il y avait un message dans ce sens, donc je le dis ici, ou les grands investisseurs institutionnels qui ont besoin d'investir dans tout ce qui est ESG. Donc voilà, il y a de toutes les façons, on va dire, de la place à l'heure actuelle pour ce type de prêt repackagé en véhicule financier. Et j'en reviens aussi à la proposition où la Banque centrale a un rôle à jouer, pourrait très très bien acheter, donc quantitative easing, ou juste refinancer à travers cette opération classique de repo, ce type de véhicule de financement qui donc bénéficierait de facto d'un taux d'intérêt extrêmement faible. Et ça, c'est extrêmement important, ces taux d'intérêt extrêmement faibles qu'ils ont à payer à leurs investisseurs ou à la Banque centrale, puisque derrière, ça leur permet de faire des prêts à des conditions très, très compétitives. Donc oui, il y a des pistes, des pistes, ça fait même partie en réalité en tout cas pour l'Institut Rousseau, les prêts verts, c'est encore dans mon chapeau, dans ma tête et dans la tête de quelques autres personnes, mais en tout cas, oui, ça fait partie des solutions très concrètes qu'on peut apporter à votre problème. Le plus tôt possible, il faut commencer le plus tôt possible. Bon, et en commençant, il faut commencer le plus tôt possible, en effet. J'ai encore un peu de temps, si vous voulez. Enfin, j'imagine que pour vous, c'est pas le cas pour tous, mais voilà, j'ai encore une dizaine de minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'avais une remarque sur ce que j'ai pu voir passer sur apparemment une sorte d'effet rebond en Allemagne, je crois. Enfin, j'ai pas trop regardé les sources, mais j'ai vu vite fait passer ça. Ouais. Et c'est vrai que est-ce que on remet quand même un peu parfois en question le fait que rénover ce soit peut-être forcément la meilleure idée. Enfin, une fois qu'on prend en compte le coût carbone des matériaux, etc., plus un potentiel effet rebond derrière, est-ce qu'il ne faut pas juste peut-être contraindre les gens de plus s'habiller en hiver ou peut-être même de déménager dans une région où il fait peut-être moins froid ou moins chaud en été. Enfin, est-ce que c'est vraiment du coup la bonne solution d'isoler tous nos bâtiments, et encore plus si on a des grandes surfaces qui parfois peuvent un peu servir à rien. Mais du coup, ça, on en parlera plus avec le cercle thématique sur tout ce qui est un peu surface des logements. On en reparlera sur d'autres sujets, mais du coup, voilà, c'est un peu remettre peut-être aussi en question tout ça. Sur les bonnes pratiques, c'est clair qu'avant de rénover, on peut aussi pas chauffer intégralement la maison, on peut mettre un pull, avoir une résidence chauffée à 18 plutôt qu'à 24. Bon, ça, c'est les bonnes pratiques. Sur l'effet rebond, en fait, il y a effectivement cette étude qui a été menée en Allemagne. Et en France, là aussi, c'est l'étude PerfInMind, donc PERF, enfin PERF, plus loin in, plus loin mind. Je pense que c'est public.
où en fait, ils ont fait en fait, donc, évidemment un état des lieux avant, un suivi des travaux et un état des lieux après sur la qualité des travaux. Et ils ont aussi accompagné les individus. Alors, c'est sur 110 ou 120 maisons individuelles, encore une fois, donc ce n'est pas un échantillon suffisamment large, mais ils n'ont pas constaté d'effet rebond. Alors, probablement parce que justement, ces gens-là ont été accompagnés. Et probablement aussi parce qu'ils sont sensibilisés. Donc, pour répondre à l'effet rebond, moi, je n'ai pas de réponse, ça va dépendre de tout à chacun. Mais a priori, l'accompagnement qui devrait être fait par les pouvoirs publics, à la fois sur l'articulation technico-financière, évidemment, c'est pas simple d'abord de trouver un financement, voilà, même si on a des guichets auprès de l'ANA ou je ne sais où, et éventuellement à sa banque, il faut encore que l'argent arrive au bon moment pour payer les entreprises. Bon, plus toute la documentation qui va avec. Mais il y a aussi un accompagnement qui doit être fait, alors avant pour, encore une fois, faire l'état des lieux du bâti, mais surtout après, c'est-à-dire vérifier que les travaux ont bien été faits correctement, mais aussi qu'on ferme bien sa fenêtre, voilà, enfin, qu'on ne chauffe pas trop, etc., etc. Et donc ça, ce n'est pas une réponse que nous, on a apportée. Ça n'a pas été mentionné dans le rapport, mais évidemment qu'on a évoqué ces sujets. Après, c'est essentiellement voilà, des bonnes pratiques à mener. De là à dire qu'il ne faut pas rénover parce qu'il peut y avoir des effets rebonds, franchement, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il ne faut surtout pas avoir d'effets rebonds. Oui. Et donc, voilà, accompagner les gens en ce sens. Ok. Eh bien, oui, s'il y a d'autres questions, remarques. Et sinon, je ne sais pas, Vincent, tu peux faire une conclusion. Sinon, peut-être juste une dernière question. En fait, quelles sont vos interventions actuellement dans l'arène publique pour faire progresser ces idées? Alors, à titre personnel, donc moi, je suis membre de l'Institut Rousseau et on poursuit, enfin, on va réactualiser ce rapport. Donc, c'était pas à titre personnel. Il y a aucune, enfin, j'ai aucune intervention à titre personnel pour être très honnête. Donc, je m'inscris dans la démarche de l'Institut Rousseau pour réactualiser ce rapport et inviter le nouveau gouvernement qui ne saurait tarder à faire ce qu'il faut sur tous les secteurs et en ce qui me concerne sur le bâtiment. Et à côté de ça, pardon, il y a donc cette initiative d'agir pour le climat qui n'est pas publique, mais il n'y a rien de secret, hein, très, très honnêtement, qui consiste en fait à ce que l'ensemble des acteurs qui réfléchissent sur ces sujets, Shift Project, Negawatt, Institut Veblen, Fondation Natureum normalement, donc Institut Rousseau et quelques autres, écrivent un courrier à l'intention des directions des banques pour que celles-ci prennent le sujet à bras-le-corps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça consiste en réalité à ce que les banques fassent un effort en termes de formation de leurs conseillers clientèle, qui doivent absolument proposer des prêts à la rénovation dès qu'il y a un prêt immobilier, c'est-à-dire rajouter quelque chose, qui doivent aussi faire des efforts en termes d'industrialisation des plateformes, parce que c'est assez fastidieux de ce qu'on a compris en termes de remontée d'expérience, pour faire des propositions d'éco-PTZ, quitte à avoir une solution de place, qui de toute façon doivent aussi faire des efforts en termes de volume, enfin de nombre de dossiers, mais surtout en termes de volume prêté et de conditions financières compétitives. Donc tout ça, voilà, mis bout à bout, ça fait partie des prérequis, enfin des prérequis, oui, des prérequis pour permettre le financement de la rénovation. C'est pas le seul, hein. Encore une fois, il y a la formation des gens, enfin des professionnels, etc. Et voilà, ça c'est l'autre initiative. Et voilà, en ce qui me concerne, j'en vois pas d'autres. Enfin, de mon côté, je réfléchis. Oui, non, c'est tout. Mais les sujets sont, voilà, sont dans le radar de ceux qui travaillent au ministère de la Transition écologique. Sont plus que dans le radar, ils savent même, je pense, assez bien ce qu'il faut faire. Pour le compte-rendu que j'en ai eu avec les trois personnes qui étaient attachées directement à Barbara Ampupili, ils ont bien compris ce qu'il fallait faire. Après, ça devient un sujet politique. Enfin, politique au sens noble du terme, voire politique politicienne, mais est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Pour nous, il n'y a pas de sujet, puisqu'il y a décarbonation, il y a confort et tout. Et il y a aussi la précarité énergétique. Hein, et ça va être… quand on voit l'argent qu'on dépense en chèque énergie,
c'est autant d'argent qu'on pourrait mettre dans un véritable investissement qui éviterait que ça continue. C'est la fuite en avant, en fait, chez Énergie, compte tenu du fait que personnellement, je n'ai pas de boule de cristal et je ne suis pas énergéticien, etc. Mais j'ai du mal à voir comment l'énergie pourrait être durablement au même niveau en termes de prix il y a un an, quoi. On va vers des prix à l'énergie qui vont croissant ou au mieux se stabilisent. Donc ces investissements, ils ont du sens. Ils ont vraiment du sens. Et du coup, il y a une dernière question là, c'était pour revenir sur les différents matériaux. Est-ce que du coup, il y a une prise en compte, est-ce qu'on peut avoir plus de financement pour de la laine de bois, par exemple, pour avoir un et tout? Alors, on n'a pas, encore une fois, le financement, dans le cadre de la proposition de l'Institut Rousseau, le financement, il est nos limites, je vais le dire comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte sur le financement, pour peu que ces financements répondent intégralement au fait qu'on finance de rénovation, on finance une rénovation performante. Sur les matériaux biosourcés, et là aussi, c'est en échangeant avec les professionnels de la filière, à partir du moment où on fait, on va dire, nous, on arrivait quand même à 900 000 rénovations par an. Je crois que c'est des chiffres assez proches de ceux du chiffre de mémoire. Là où les pouvoirs publics sont entre 500 et 750, nous, on est bien au-dessus, tout simplement parce que on ne prend peut-être pas les mêmes données de départ, les mêmes données en termes de label, et aussi les mêmes données de fin, d'arrivée, mais bon, peu importe. Donc, on est à 900 000. Et ce que disaient les professionnels de la filière, c'est qu'en tout cas, dans les premières années, alors jusque quand eux-mêmes ne le savent pas très bien, on ne peut pas considérer on s'est inscrit dans une massification de la rénovation, on n'est pas au cas par cas, on ne peut pas considérer qu'il y a une obligation à faire de la rénovation avec des matériaux biosourcés. Voilà, la filière n'est pas prête. Notre idée était de dire qu'au moins pour les bâtiments publics qui font partie du tertiaire, on utilise des matériaux biosourcés. Évidemment, si tout à chacun veut utiliser des matériaux biosourcés pour des raisons qui leur sont personnelles, il n'y a pas d'interdiction. Mais l'objectif dans notre proposition, c'était de dire organisons la filière, donnons-leur une visibilité pour qu'ensuite ça puisse se développer et toucher l'ensemble des citoyens. Organisons la filière en faisant en sorte que les achats publics, donc les dépenses publiques pour les bâtiments publics, soient intégralement orientés ou quasi intégralement orientés sur ces matériaux biosourcés. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est peut-être le moment de conclure, du coup. C'est toi qui conclus, Vincent? En fait, ça ne va pas être une conclusion. Peut-on conclure sur ce sujet? En réalité, c'est en construction. Moi, je suis très content, en tout cas, de t'avoir reçu, Philippe, et j'espère vraiment qu'on pourra continuer à croiser et à te croiser avec le CT Urba et bâtiment, parce que comme tu l'as très bien dit, et c'est ce que je ressens moi aussi dans mon quotidien, c'est que l'offre technique, elle est là. On sait en fait comment rénover tout le parc national. Il nous manque un peu de formation, mais en réalité, c'est comment on le finance, tout ça. Et donc là, on est vraiment sur un vrai travail de recherche finalement. Là, on est en recherche application parce qu'on ne l'a toujours pas trouvé. En fait, on le trouve, moi je suis dans le logement social, donc nous, on le trouve assez facilement parce qu'on a le circuit de financement qui le permet, grâce à la Caisse des dépôts. Mais le vrai sujet, il n'est pas tant ici, il est chez les particuliers, propriétaires de maisons individuelles et de ceux qui n'ont pas la capacité de s'endetter encore plus pour pouvoir rénover leur maison, et puis qui n'ont pas les moyens tout simplement de mettre de l'argent dedans. J'ai quelques critiques, moi, sur la réglementation. Faut-il faire des rénovations qui respectent complètement chaque fois des critères de réglementation alors qu'on peut agir sur les usages? Donc ça, c'est un peu ce qu'Alexandra disait avec l'effet rebond. Parfois, il suffit de ne pas viser 22 degrés et puis 19 degrés, mais déjà, on peut faire beaucoup d'économies. Donc ça, il y a un levier énorme. Mais le vrai sujet, c'est bien celui-là, c'est comment je finance et comment moi, particulier, j'accède à des financements soit par l'État, mais soit également effectivement par les réseaux de banques privées. Aujourd'hui, je pense qu'on ne finance plus en tout cas ça par les gains. Alors peut-être avec les prix de l'énergie qui augmentent aujourd'hui, mais par les gains d'énergie, pendant très longtemps, ça a été, on l'a vu dans les faits qu'on n'y arrivait pas. J'ai des projets Energy Sprong, on n'y arrive pas.
On ne maintient pas le zéro, ça c'est clair. Le zéro consommation d'énergie une fois rénovation globale performante faite. On a toujours un surplus et on a de l'intervention à refaire quand même dans la garantie décennale en général, on doit réintervenir. Donc vraiment, on se pose vraiment cette question de comment on le finance. Merci pour toi, merci pour... J'invite tout le monde à aller voir déjà la première note sur le prêt à la rénovation par rechargement hypothécaire qui est publié sur l'Institut Rousseau. Et puis 2% pour 2 degrés. 2 degrés. Voilà, c'est ça. Et puis, t'hésites pas, quand tu travailles sur un sujet, que tu publies quelque chose, à le communiquer ou à le communiquer aux shifters, puisque tu es aussi membre des shifters, et on le relaie. Et puis, dès qu'on travaille... Moi, en tout cas, c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup, donc je serais ravi de pouvoir à nouveau échanger avec toi et l'échanger avec les autres sur ce sujet-là. Votre dispo, vraiment. Alors, il s'avère que je suis membre du Shift, donc c'est encore plus facile, mais même de toutes les façons, avec grand plaisir. Là, je pense qu'avant septembre, il ne va rien se passer, ou en tout cas au sein de l'Institut Rousseau. Campagne Unlock, on est en train de travailler sur l'approche. Mais voilà, en tout cas, à la rentrée, je pense qu'il y aura des choses, j'espère. Super. Eh bien, merci à toi. Merci Alexandra aussi d'avoir organisé ce temps-là. Merci à tout le monde du CT Urba. Et du coup, il y a juste une petite question là de Jeanne. Oui. On ne s'est pas présenté, on n'a pas trop présenté les shifters et le cercle thématique. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, il y a le Shift Project d'un côté, donc ce dont on a pu parler. Et nous, on est les shifters, donc c'est plutôt en tant qu'association bénévole pour parfois aider le Shift Project sur certains sujets, mais aussi pour prendre des initiatives et faire des trucs de notre côté. Du coup, on s'est réunis, on est 40 membres dans le cercle thématique urbanisme et immobilier. Il y a d'autres cercles thématiques comme agriculture, santé, voilà. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont réunies par thématique pour travailler librement sur les sujets qui les intéressent. Et du coup, je pense qu'on partagera nos réflexions sur LinkedIn en particulier. Et puis à voir plus tard. Ceux qui sont shifters, on était sur le forum. Enfin, s'il y en a qui veulent nous rejoindre, vous pouvez passer sur le forum ou nous envoyer des messages sur LinkedIn. Et puis ceux qui s'intéressent de travailler sur le sujet, vous pouvez venir nous aider aussi. Et sinon, il y a l'univers shifté le 25 et 26 juin à Lyon. Donc si vous êtes dans le coin, vous pouvez regarder. C'est univers shifté. Voilà. Il y aura l'Institut Rousseau. Merci au Shift Project d'inviter l'Institut Rousseau. Super. Je ne sais pas, mais voilà. Ok, très bien. Merci à tout le monde. 25. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. De rien. Ciao, ciao.